Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Jim, et bonjour Alex, en ce vendredi matin, et bien sûr bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on va passer avec vous l'actualité israélienne en revue, l'actualité internationale aussi, on y reviendra juste après. Mais tout d'abord, une information qui est tombée cette semaine, une citation. La prochaine confrontation entre Israël et le Hamas devra être la dernière pour le groupe terroriste palestinien. Ce seraient les mots d'un des plus hauts fonctionnaires israéliens à la défense qui a préféré garder l'anonymat. Stéphane, comment est-ce qu'on peut l'analyser cette information? Quel est l'intérêt pour un haut fonctionnaire de faire une telle déclaration sous couvert d'anonymat? De montrer qu'il y a un nouveau ministre de la Défense, Jim, et que c'est un petit peu ces vues qui sont introduites dans le système militaire. On sait que Avigdor Yvette Lieberman, lors de la dernière confrontation avec Gaza en 2014, était un fervent de l'option d'aller jusqu'au bout et de virer le Hamas de Gaza. On sait qu'il s'est opposé en cela à Benjamin Netanyahou et à l'ex-ministre de la Défense Ya'alon. Et puis que côté Netanyahou et Ya'alon, il y avait un problème, c'est qu'ils ont simplement réagi à des tirs de roquettes sur les villes israéliennes en déclenchant un conflit généralisé. Et puis ce conflit généralisé, eh bien, il n'avait pas d'objectifs stratégiques définis, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a souvent critiqué à cette antenne, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des soldats sans leur dire ce qu'ils devaient faire et quel était pour eux, pour l'armée israélienne, pour l'État israélien, l'objectif victorieux qu'ils pouvaient rechercher. Alors on a eu de la chance, surtout Benjamin Netanyahu a eu de la chance en découvrant de nombreux tunnels souterrains, ce qui lui a posteriori donné une raison à cette guerre. Puis il a eu de la chance d'avoir trouvé un nouvel allié stratégique en la personne du maréchal Al-Sisi en Égypte, qui lui, en empêchant, en cloisonnant complètement la frontière entre Gaza et l'Égypte, a permis de réaliser l'objectif stratégique, un des objectifs stratégiques envisageables, c'est-à-dire d'isoler Gaza hermétiquement et d'empêcher grandement le trafic d'armes et de munitions ainsi que de conseillers militaires entre Gaza et le reste du monde. Donc ça, c'est la chance de Benjamin Netanyahou à ce sujet. Lieberman a toujours été plus clair. Il dit que Israël, en sus de vos citations, Jim, il dit qu'Israël ne va pas chercher la guerre, ne va pas engager une guerre si elle a la possibilité de ne pas le faire, mais que tôt ou tard, parce que les gens du Hamas ont décidé uniquement, n'ont d'autre vision que celle de la confrontation et qui passent leur temps à s'armer et à amener de nouvelles armes de destruction, eh bien, comme ils n'ont pas d'autres plans, d'autres raisons d'être, c'est même plus que des plans que celle de s'attaquer et de détruire Israël, eh bien, tôt ou tard, la confrontation va avoir lieu, et lors de cette confrontation, il ne nous restera pas d'autres solutions au niveau tactique que celle d'éradiquer le Hamas et de faire en sorte que le Hamas n'ait plus le contrôle politique sur la bande de Gaza. Ça complète cette citation. C'est dans la vision de Lieberman et avouons-le aussi au niveau stratégique, c'est pas totalement faux. C'est-à-dire que cette présence du Hamas à Gaza neutralise et handicape toutes les villes et tous les villages qui sont sur le pourtour de l'enclave palestinienne au sud. Et puis on s'attend toujours à des tirs de mortier ou des tirs de roquettes, et ils arrivent de temps en temps. On se promène ou on va simplement à ces occupations dans cette région, et puis on voit une roquette qui tombe. On peut pas vivre éternellement dans ces conditions. On peut pas vivre en sachant qu'entre les conflits avec Gaza, eh bien, ce que font les gens du Hamas, c'est de construire de plus en plus de Qassam qui vont de plus en plus loin, vivre avec des gens dont le seul objectif est de vous détruire. Effectivement, doit avoir une finalité, et ceux qui sont en face doivent savoir, et ça répond également à votre question, Jim, ceux qui sont en face doivent savoir que s'ils initialisent une guerre, notamment
en tirant à nouveau des roquettes sur les villes et les villages israéliens, eh bien la riposte cette fois-ci d'Israël sera d'anéantir le Hamas, la présence du Hamas à Gaza. Stratégiquement, cela tient debout. Alors Stéphane, on va passer à un autre sujet. On reste dans l'actualité israélienne. On parle cette fois de l'aide militaire américaine. Très tard hier, la Chambre des représentants américaine a approuvé finalement le financement pour la défense antimissile israélienne à hauteur de 635 millions de dollars. Stéphane, il y a eu beaucoup de rififi autour de cette aide. On sait que la Maison-Blanche était d'accord, mais elle n'était pas d'accord sur la façon dont cette aide était comptée. On parlait qu'elle soit dans le bilan de la défense. La Maison-Blanche le voulait autrement. Stéphane, c'était quoi le but du bureau ovale là-dedans ? Il faut voir les choses et les auditeurs le comprendront bien, ceux qui nous suivent chaque semaine. C'est qu'il y a un antagonisme, un antithétisme extraordinaire entre la Maison Blanche et Israël, plus précisément entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama. Ils se détestent et ils ont aucune raison de se faire des fleurs, et encore moins en sachant que Barack Obama ne finira pas à 2016 à la Maison Blanche. Donc il y a pas de raison pour Barack Obama d'épargner Israël, ni au plan politique, ni au plan budgétaire. Alors bien sûr, Barack Obama essaie de diminuer au maximum l'argent qui va être transféré à Israël, notamment dans le cadre du budget de sa défense. C'est une grosse partie pour Israël, puis c'est quelque chose d'aussi très important pour les États-Unis, parce que un bon nombre d'armes très sophistiquées en Israël, aux États-Unis, ont été développées en Israël. Israël, c'est plutôt l'incubateur des armes de très haute technologie américaine, avec des contrats qui sont souvent très délicats pour les Israéliens. C'est-à-dire qu'on reçoit l'argent, on peut développer les choses, on peut les utiliser librement pour nous, pour la défense d'Israël dans Tsahal, mais quand on a envie de les vendre à l'étranger, on est limité, on est soumis à l'accord des Américains, les Américains qui le plus souvent ne nous donnent pas cet accord, parce qu'ils ont dans les contrats avec Israël le droit d'utiliser cette technologie pour fabriquer leurs propres armes sur la base de la même technologie, et qui préfèrent bien évidemment vendre leurs armes, qui souvent sont de moins bonne qualité que celles qui sont fabriquées en Israël. On pense notamment aux drones. Les drones américains sont une copie des drones israéliens. Les drones israéliens ayant été fabriqués grâce à des apports de capitaux de recherche et de développement américains, avec un moteur américain. Les Américains ont le droit de nous dire à qui on a le droit de vendre ou non ces drones. Et puis quand il y a compétition entre Israël et les États-Unis, eh bien c'est toujours les États-Unis qui vendent leurs avions. Mais ça existe dans beaucoup d'autres domaines, notamment les missiles antimissiles. Alors au plan technique, eh bien jusqu'à maintenant il y avait une séparation entre le budget de l'aide américaine et le budget de recherche et de développement, spécifiquement, principalement dans le domaine du développement des missiles et des missiles antimissiles. L'administration Obama a essayé d'intégrer ces fonds destinés aux missiles et aux missiles antimissiles dans le budget. C'était une manière également de restreindre ce budget, mais le Parlement, d'ailleurs ces deux chambres, sont terriblement pro-israélienne, et chaque fois que c'est possible au niveau des chambres d'augmenter au contraire le budget pour Israël, eh bien les chambres le font, les députés et les sénateurs, c'est ce qu'ils ont fait encore une fois. Ils sont allés 2 fois contre le vœu de la Maison Blanche, qui voulait déjà intégrer le budget de recherche et développement au budget global. Donc les deux chambres ont dit non, et puis la proposition qui était présentée par Obama était de l'ordre de 500 millions de dollars, et puis on apprend maintenant qu'elle va dépasser les 700 millions de dollars. Voilà, on espère que c'est la fin de cette histoire, et puis qu'on va pouvoir signer, parce qu'on l'a pas encore fait, l'accord israélo-américain qui définit l'aide budgétaire pour l'année à venir. C'est pas sûr des deux côtés. Il y a des menaces de ne pas signer et d'attendre, Jim, de savoir qui sera le prochain président des États-Unis pour signer cet accord. Mais il semble quand même,
à mon avis, que courant du mois de juin, juillet, eh bien, on signera cet accord comme l'a décidé le Congrès. Stéphane, une information qui est tombée ce matin. Le tribunal de Jérusalem a requis une peine de 60 ans de prison contre Yishai Schlissel. Alors, si nos auditeurs ont oublié qui est Yishai Schlissel, c'est le juif ultra-orthodoxe qui a donc assassiné Shira Banki, adolescente israélienne. Il l'avait poignardée, c'était lors de la Gay Pride à Jérusalem en 2015. Alors Stéphane, cette affaire, elle a évidemment des liens avec ce qui s'est passé à Orlando. Stéphane, comment l'attentat d'Orlando a-t-il été perçu par la société en Israël ? La société israélienne a plusieurs paradoxes. L'un de ceux-ci, c'est qu'elle elle est toujours marquée par les valeurs traditionnelles et religieuses, qui notamment inclut la détestation des homosexuels. On rappelle que dans la Bible, quand on parle des homosexuels, on utilise la formule mot tamut, qui est la formule la plus terrible qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire que le citoyen a l'obligation de tuer les homosexuels, et ça il faut le savoir également. Et il y a pour beaucoup d'orthodoxes, de juifs orthodoxes, eh bien c'est un regret de ne pas pouvoir le faire à cause de la civilisation. Et parallèlement à cela, la civilisation israélienne est extrêmement permissive, extrêmement ouverte. Au centre de Tel Aviv, de la plage de Tel Aviv, nous trouvons une plage pour les homosexuels qui s'y embrassent, qui s'y enlacent, et à la vue de tout le monde, y compris des orthodoxes. Et Tel Aviv en particulier. Et si je me rappelle bien, d'ailleurs, la plage des juifs religieux se trouve juste à côté de celle des homosexuels, non ? Oui, puis il faut dire une autre chose, c'est qu'il y a des homosexuels juifs orthodoxes. Durant mon dernier déplacement à Jérusalem, il y a un juif orthodoxe qui est venu me poser la question de savoir comment il pouvait se rendre au grand parc municipal de Jérusalem, à côté de l'hôtel Plaza, à 2 heures du matin. Donc c'était effectivement qu'il savait ce qui s'y passait, mais c'est normal, c'est naturel. Ce qui est pas naturel, c'est cette haine. Et le danger supplémentaire, c'est la perception religieuse, dogmatique, halachique des homosexuels, qui est d'ailleurs très proche de ce qu'on retrouve. Stéphane, vous parlez de perception religieuse des homosexuels. On a vu beaucoup d'articles et d'analyses qui critiquaient notamment les médias américains, qui condamnaient pas l'acte d'Omar Mateen dans le club gay d'Orlando comme étant un acte de terrorisme islamiste. Est-ce que là, pour le meurtre de Shira Banki lors de la Gay Pride, on peut parler d'un acte de terrorisme juif ? Ouais, il faut écouter peut-être ce qu'a dit la personne qui est soumise à ce jugement et contre laquelle on demande ces 60 ans de réclusion. Il a dit, je cherche son témoignage. Voilà, il a dit, je cherche à agir par amour pour Dieu. Et les défilés de la Gay Pride sont contre Dieu et le peuple d'Israël. Il va plus loin, il dit, les chanteurs et les artistes qui se produisent dans les défilés de la fierté devraient savoir qu'ils participent à la profanation du nom de Dieu. Tout juif doit savoir s'il est loyal envers le roi des rois ou s'il s'oppose à Dieu, préférant le diable. Alors, voilà ce qu'a dit cet abominable criminel, Yishai Schlissel. Mais Jim, ce qui est beaucoup plus inquiétant, et on retrouve le thème d'Orlando, c'est que cette défense qu'il a choisie est comprise dans l'appréciation de l'homosexualité dans la Bible, c'est-à-dire qu'il a rien dit d'extraordinaire. C'est pas en illuminé, c'est en illuminé uniquement parce qu'il a décidé d'aller de la parole aux actes et puis de faire en sorte d'exécuter le message qu'il avait ressenti des textes religieux et de les mettre à exécution. Mais les textes religieux, ils existent. La détestation et la nécessité de mot à mot de tuer les homosexuels, ils existent noir sur blanc. Et d'ailleurs,
cet Ishaï Schliessel n'a pas du tout demandé d'être pardonné, n'a pas du tout exprimé des remords devant le tribunal, et c'est cela notamment qui lui vaut cette requête du procureur de 60 années de prison. Le problème du tribunal ici, c'est que dans cette demande de sentence, eh bien, il ne s'oppose pas uniquement à l'individu Ishaï Schliessel, mais également à tout le monde orthodoxe qui, lui, n'est pas, on va pas généraliser, mais je dirais une immense majorité de ce monde n'est pas du tout dégoûté par l'acte d'Ishaï Schliessel, mais bien par la gay pride et l'homosexualité en privé, avec lesquels on a pu discuter. Eh bien, tout ce qu'ils vous disent, c'est que c'est bien fait pour eux et qu'ils n'ont pas leur place sur la terre. Et il y a même, pour en finir avec ce sujet, Jim, il y a même des rabbins qui ont ouvert des sortes de séminaires qui changent, qui désirent ou qui affirment vouloir changer l'orientation sexuelle des homosexuels pour les rendre hétéros, avec des manières qui sont terriblement violentes, tant au plan physique qu'au plan mental. Il y a pas mal de personnes qui sortent de ces séminaires, de ces ateliers qui durent plusieurs mois, complètement ravagés, notamment au niveau psychologique, en ayant perdu une partie de leur identité. Donc, opposition, société laïque, société orthodoxe, et puis problématique, c'est-à-dire que la sentence de ce tribunal, qui est tout à fait normale, qui est tout à fait légitime, eh bien, s'inscrit en parallèle contre cette opposition qui, du côté orthodoxe, prend ses racines dans les textes bibliques. Donc, c'est une problématique, à mon avis, qu'on retrouve dans l'assassinat d'Orlando. Stéphane, il nous reste un tout petit peu de temps. Je ne vais pas faire de transition parce que les deux sujets n'ont absolument rien à voir, mais pour une fois, on va se permettre de parler une petite minute de sport et de football. C'est l'Euro depuis maintenant une semaine. Stéphane, on sait qu'Israël n'est pas qualifié. On sait aussi qu'Israël ne se trouve pas réellement en Europe. Mais est-ce qu'il y a tout de même une effervescence chez vous quand il y a l'Euro avec tous les immigrés, notamment européens? Ah, ça n'a rien à voir avec les immigrés. Les Israéliens sont football. Tous les matchs sont retransmis à la télévision avec des taux d'audience extraordinaires. Et oui, nous faisons partie de l'Europe en ce qui concerne le sport. Rappelons très rapidement que, notamment à la FIFA, les règles décrivent que chaque équipe nationale a le droit de participer à des championnats régionaux, et puisque la Ligue asiatique refuse la présence d'Israël, c'est tout à fait normal qu'elle soit acceptée en Europe. La tristesse, c'est qu'on n'a encore jamais eu la capacité de nous qualifier pour une phase finale dans le championnat d'Europe des nations. Ce qui est dommage, c'est que ce serait plus facile de se qualifier dans le championnat régional asiatique. C'est ce qu'on faisait. On a été champion d'Asie, hein. Et puis c'était une autre époque, parce que maintenant les Asiatiques aussi ont fait des progrès. Je pense notamment à la Corée du Sud, je pense au Japon, je pense même à la Chine. Ce serait pas aussi facile qu'avant de gagner nos matchs. Mais ce qui est important, ce serait quand même pour nous de changer. On l'a déjà dit aussi peut-être. On passe par les années de désert qu'ont connu les Diables Rouges. Ça fait 15 ans en gros qu'on n'a pas d'équipe nationale, qui est absolument lamentable, qui n'arrive pas à se trouver malgré la présence d'une quarantaine de joueurs israéliens évoluant dans des championnats étrangers, notamment en Belgique. Mais on se rabat sur nos amis belges. Et on a beaucoup souffert avec vous de la défaite face à l'Italie. Stéphane, arrêtons de parler du passé, ça fait mal à tout le monde. Je vais vous demander de parler de l'avenir. Demain, 15h, Belgique-Irlande, faites-nous un pronostic. Belgique-Irlande, en théorie, bien entendu, la Belgique devrait s'en sortir plutôt bien. Elle a d'ailleurs l'obligation de gagner si elle veut avoir une chance de poursuivre dans la compétition. Malheureusement, on l'a vu avec Irlande 2 ou l'Irlande du Nord hier, qui a surpris la Roumanie. Et aujourd'hui, chaque équipe peut battre chaque équipe. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces petites équipes comme l'Islande, qui est quand même un pays de 300 000 habitants en tout et pour tout, a réussi à tenir la dragée haute
d'équipes qui sont bien plus traditionnellement dans le football qu'elles, et simplement en compensant, comme peut-être aujourd'hui l'Irlande je sais pas, vous jouez contre l'Éire ou l'Irlande du Nord aujourd'hui? On joue contre l'Éire. Oui, donc l'Éire, c'est quand même un plus grand pays. Et puis les Irlandais sont connus justement pour compenser leur manquement technique par une volonté de faire. C'est également ce qu'on a vu, pas ces championnats d'Europe parce qu'ils sont pas qualifiés, mais habituellement c'est le rôle de l'Écosse, et au championnat d'Europe, eh ben on a vu le pays de Galles qui avec certaines qualités également, mais surtout une débauche d'énergie, une volonté extraordinaire, sont capables de tenir la dragée haute aux meilleures équipes, et c'est ce qui fait l'intérêt surtout des tours préliminaires, et à mon avis, et moi j'ai regardé le plus de matchs possible, et je trouve l'engagement physique, l'engagement moral des équipes assez extraordinaire dans ce championnat. Stéphane, Et je pense que vous ayez compris ma question. Je vous ai pas demandé une analyse stratégique du football britannique. Je vous ai demandé un pronostic pour demain. C'est une déviation, vous savez, Jim. Quand on commence à faire de l'analyse stratégique, on analyse tout ce qui passe, et c'est à moitié une plaisanterie. Pronostic, la Belgique avec 2 buts d'écart. Ben, merci beaucoup Stéphane, je suis sûr que ça fera plaisir à nos auditeurs. Stéphane, on vous retrouvera vendredi prochain, même heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais c'est moi, et je vous souhaite à tous un excellent week-end à Bruxelles.